Merci de nous retrouver pour le Club de lecture de France Culture. Ce midi, nous interrogeons la mémoire et les souvenirs avec ces questions. Comment raconter ce dont on ne se souvient pas? Comment faire parler ceux qui savent, mais qui souvent ne disent rien? La perte d'un être cher peut être l'occasion de briser ce silence. L'occasion aussi de se pencher sur les archives, de ressortir les albums photos et de réveiller les fantômes. C'est ce qui se passe quand on fouille dans l'histoire familiale. On va aborder toutes ces questions avec les deux livres du jour, un roman et un récit autobiographique. On accueille leurs autrices dans un instant, mais d'abord place aux lecteurs et lectrices du Book Club. C'est un récit touchant, écrit avec simplicité et sans pathos, qui parle de l'enfance, des souvenirs qu'on en garde, de l'importance des lieux dans une vie. Mais quelle famille ne cache pas de petits ou de lourds passifs? France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. Les voix de Sophie et Elisabeth, lectrices du Book Club, qui nous accompagnent ce midi. Bonjour Julie Wolkenstein. Bonjour. Vous êtes romancière, professeure de littérature et traductrice. Vous avez notamment traduit de l'américain Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald aux éditions POL. Et c'est aux éditions POL que vous publiez vos récits, comme celui qui vous amène à nous aujourd'hui, La route des estuaires. Un titre qui fait penser à celui de Claude Simon, La route des Flandres. L'autre point commun avec ce livre, c'est la mémoire qui inquiète, la mémoire qui enquête, si je puis dire. Dans Les routes des estuaires, vous enquêtez en quelque sorte sur la mort accidentelle de votre petit frère, que vous n'aviez pas vraiment connu, puisque vous aviez 20 mois quand il est décédé, c'est ça ? Oui, alors j'avais pas du tout pensé à ce parallèle avec Claude Simon, effectivement. Sauf que dans La route des Flandres, si je ne me trompe, il y a une dimension historique, guerrière. La route des estuaires, c'est une route plus pacifique qui mène. Je l'ai découvert d'ailleurs j'adorais ce nom et qui existe. Elle s'appelle comme ça, mais je croyais qu'elle desservait uniquement une toute petite portion de route qui m'amène chez moi dans la Manche. Et en fait, elle va de la Belgique à l'Espagne. Et c'était effectivement un peu un prétexte, mais pas uniquement, parce que c'est un lieu très important pour moi, le sud de la Manche, qui est tout près de la Bretagne. Et il se trouve que cette route, elle mène jusqu'à la Bretagne et elle m'a mené jusqu'à un témoin, presque un témoin, parce qu'elle était absente la nuit de la mort de mon frère. Mais la jeune Bretonne qui me gardait quand mon petit frère est né, puis mort. Et événement dont je n'ai effectivement, que j'ai connu. Enfin, je veux dire, j'étais là, mais dont je n'ai effectivement aucun souvenir, étant trop jeune pour en avoir conservé la mémoire. Les morts sont là réellement, les morts sont dans notre vie, mais nous sommes aussi dans la leur. C'est ce que dit l'un de vos personnages à sa mère dans votre nouveau roman, Isabelle Marié. Bonjour. Bonjour. Roman qui s'intitule Celle qui n'y était pas, publié aux éditions Flammarion. Vous nous présentez ces personnages, peut-être pour commencer, votre narratrice et sa mère, et c'est par la mort de cette dernière que débute votre roman. Par la mort de la mère, en fait. Oui, à la mort de sa mère, elle éprouve le besoin de vider la maison, ou plus exactement de l'explorer. Et sa fille vient la rejoindre et lui demande de raconter l'histoire de sa famille. Enfin, pas l'histoire de sa famille, l'histoire de ses parents à elle. Jusqu'à qu'est-ce qui fait que la narratrice soit venue au monde, alors qu'elle aurait pu ne pas venir au monde comme chacun d'entre nous. Quelle est la mémoire qui nous précède? Enfin, quels sont les souvenirs qui nous précèdent? La mémoire, c'est une construction du souvenir, donc c'est pas exactement le sujet. C'est en tout cas sur cette route du souvenir qu'on va aller ensemble durant cette émission. On va d'abord s'arrêter avec Sophie. Sophie, c'est notre lectrice. Elle a lu Celle qui n'y était pas, Isabelle Marié. Voici ce qu'elle en a retenu. Quel plaisir de retrouver l'écriture d'Isabelle Marié. Dans ce roman, elle nous transporte dans une saga familiale bien complexe, mais quelle famille ne cache pas de petits ou de lourds passifs? Un événement funeste est l'occasion pour Louise de dérouler la pelote et de nommer le poids de la culpabilité pour mieux s'en libérer. Et puis Isabelle Marié nous apprend aussi beaucoup sur ces années que l'on traverse au fil de ses phrases longues. Un vrai bonheur. Ce roman n'est pas sans me faire penser à Marie Sizun et la gouvernante suédoise ou au livre à suspense de Jacques Expert, Hortense, par certains aspects. Cela vous étonne, mais moi, pas du tout. Isabelle Marié a tous les styles
d'aujourd'hui. Isabelle Très Marant, gentil. c'est quoi votre style? Vous avez un style? Non, 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 non. Je suis une autodidacte. J'ai commencé à écrire tard. Non, j'ai juste ma voix. Je ne sais pas faire autrement. Alors, dans ce roman, vous nous emmenez dans cette saga familiale complexe, comme le dit Sophie. C'est toujours difficile de se pencher sur le passé au sein du noyau familial. Là, on le disait, c'est donc votre narratrice qui vient de perdre sa mère et elle amène, il y a sa fille qui vient lui rendre visite, qui vient l'aider dans cette tâche difficile de vider la maison et qui va la pousser à briser le silence. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de silence. Il y a au contraire trop de récits, trop d'histoires qui s'entrecroisent et les parents de la narratrice ont en fait archivé tout ce qu'ils ont pu ramener, conserver de leurs errances, de leurs difficultés, comme s'ils attendaient que plus tard quelqu'un raconte l'histoire ou essaye de trouver une explication, essaye de comprendre ce qui s'est passé à leur place, parce qu'eux, ils n'y arrivent pas. Donc ils archivent, ils accumulent et ils attendent une parole qu'ils n'entendront pas, mais qui pourra donner une certaine cohérence, qui fera œuvre peut-être, plus qu'une cohérence, plus qu'une explication, plus qu'une enquête. Il y aura quelque chose qui surgira et qui se mettra à exister. Il y a l'idée tout de même dans cette histoire, dans son histoire, à elle, de fantômes qui sont là, des fantômes même. Qui sont ces fantômes? Alors, ces fantômes, et il y a une chose, il y a une chose à laquelle je crois, c'est que le souvenir a une force en lui-même. Le souvenir peut n'être pas très précis, peut être très précis, peut irradier ou faire des concrétions autour de lui, mais il se met à exister. D'une certaine manière, il domine notre existence. Et nous, c'est une force, comment dire, je dirais c'est une force comme vous avez un arbre dans votre cour ou dans votre jardin et il vous fait quelque chose. Il a une des répercussions sur vous, vous le ressentez. Vous voyez le vent à travers lui, il est une présence. Le souvenir, c'est cette présence. Le fantôme, c'est une présence plus humaine, mais qui peut être sans nom. Ça peut être effectivement des enfants. Je crois que beaucoup à la présence des petits morts qui n'ont pas eu de mots, qui n'ont pas eu de paroles, qui parfois n'ont même pas eu de nom, parce qu'on n'en a pas eu le temps. Dans votre récit, Julie Wolkenstein, sur la présentation par votre éditeur, il dit de vous que vous étiez consciente que vos romans ont toujours tourné autour de ce fantôme qui était votre petit frère. Comment on en est arrivé à ce livre-là? Avant, vous y aviez pensé, mais vous n'écriviez pas directement sur ce sujet-là? Il y avait toutes sortes de raisons qui m'en empêchaient. D'abord, le peu de matière que j'avais, parce que je n'avais donc pas de souvenirs. Et mes parents, mon père de son vivant et ma mère encore aujourd'hui, répugnaient à évoquer le sujet, même si ça n'était pas non plus un secret. Hein, mais en revanche, c'était quand même un silence, ou en tout cas une absence d'envie d'en parler. Et je serais maintenant tentée de dire que oui, ce fantôme hantait tous mes livres jusqu'à celui-ci, que je ne m'autorisais pas à écrire pour plein de raisons. D'abord pour ne pas heurter justement les sentiments de ma mère, parce que j'ai compris assez tard, mais quand même, quand j'ai eu moi-même des enfants, qu'un enfant qui, même s'il n'avait vécu que 2 mois, s'il mourait dans les circonstances inexpliquées et très brutales dans lesquelles est mort ce petit frère, c'était quelque chose qui ne guérissait jamais, dont les parents ne se remettaient jamais. Il faut avoir peut-être un tout petit peu grandi et vécu soi-même pour le mesurer. Donc je ne voulais pas heurter ses sentiments. Et puis encore une fois, je ne savais pas quoi raconter. Il y avait si peu de choses. Et puis j'ai eu cette chance... dont au début je n'ai pas très bien su quoi faire, qui était d'être contactée par cette Marivonne qui vit en Bretagne, dont je n'avais pas eu de nouvelles pendant 50 ans, et qui m'a écrit un mail il y a 3 ans en me disant qu'elle avait envie de me revoir. Et je me suis tout de suite... j'ai tout de suite eu le projet de la faire parler, et je me suis dit qu'avec ce qu'elle me raconterait, elle, j'aurais peut-être enfin de la matière pour nourrir cette absence
Et de fait, elle ne m'a pas expliqué, parce qu'il n'y a pas d'explication à ce jour définitive à cette mort, mais elle m'a raconté toutes sortes d'autres choses qui ont donné un peu de vie à ces premières années dont je ne me souviens pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ici une forme de déclencheur, si on peut dire, dans cette prise de contact. Même si c'est quelqu'un qui est d'ailleurs, et c'est peut-être pour ça que c'est plus facile, en dehors de la famille. Chez vous, Isabelle Marié, il y a cette fille qui dit à sa mère, la narratrice, dis-moi, tu dois parler, tu dois m'expliquer, me raconter ce qui s'est passé. Oui, je crois qu'il y a un moment où ça passe par une transmission, par un récit, par quelque chose qui doit exister extérieurement à soi. Le souvenir n'est à personne, en fait. Vous dites, et ça m'a marqué, c'est un peu la fille qui met et qui remet sa mère au monde, au moment où d'ailleurs elle est enceinte, et sa propre mère, la grand-mère donc de cette jeune fille enceinte, vient de décéder. Il y a une forme de retournement des rôles aussi dans cette quête d'information. Oui, mais qui se retourne complètement à la fin, sans en dire plus. Sans en dire plus, mais effectivement, évidemment. il y a cette idée-là, il y a l'idée de la transmission, et en particulier de la transmission féminine, puisque c'est vraiment de mère en fille, et ce sont à chaque fois des petites filles qui meurent dans cette histoire. C'est un peu l'image de ces animaux sacrifiés que l'on mettait dans une fondation. Il y a quelque chose comme ça dans cette idée que dans la famille, il y a des petits fantômes inconnus. Je crois que j'ai voulu rendre, pas hommage, mais le rappeler. Voilà. Louise dit à sa mère, je suis revenue pour que tu me racontes, je vais t'aider. Et la mère va se mettre à raconter donc, et elle dit, je savais qu'elle avait raison, qu'il fallait que je parle. C'est ce que vous disiez aussi, Julie Wolkenstein, il y a la difficulté quand on fait partie de cette famille de ne pas heurter les autres, de ne pas heurter nos parents, nos grands-parents, parce que effectivement, c'est difficile de forcer quelqu'un de sa famille à raconter les choses, à dire les choses, à même expliquer ce qui s'est passé, même si on ne sait pas. Oui, moi, en effet, c'était un vrai frein, au point qu'à un moment, je me suis dit, je ne pourrais pas écrire ce livre. En gros, il faut que j'attende que ma mère meure pour l'écrire. Et puis, je trouvais que c'est une horrible pensée, parce que attendre la mort des gens qu'on aime pour faire quoi que ce soit, c'est une très, très mauvaise raison. Je crois que ce qui m'a décidé aussi, et ça, la rencontre avec Marie-Yvonne n'a rien éclairci non plus, mais c'est que ayant eu des enfants, et de nombreux enfants, et les ayant vus assister à la naissance de leurs frères et sœurs successivement, la version officielle de mes parents, de mon entourage, c'était que moi, je n'avais rien ressenti, que je n'avais rien compris, que je n'avais rien exprimé, en gros, que ça ne m'était pas arrivé à moi. Et moi, j'avais la conviction qu'un enfant de 18-20 mois, j'en ai eu 4, je les ai beaucoup observés à cet âge de leur vie. Et en plus, moi, j'étais une enfant, comme on dit aujourd'hui, précoce. C'est-à-dire qu'à 18 mois, à en croire mes parents, peut-être exagèrent-ils, mais je maniais parfaitement l'imparfait du subjonctif. Bon, ça m'étonne un peu, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que j'avais en tout cas beaucoup de vocabulaire, et donc tous les mots nécessaires, parce que ce sont des mots simples que j'ai sans doute employés. Je n'imagine pas n'avoir posé aucune question. Où est-il Voilà, tout ce qui tourne autour de la disparition. Les enfants de 18-20 mois, ils sont très, très attentifs. Et donc, en fait, c'est une enquête davantage que sur les causes de cette mort, probablement liée à une babysitter de remplacement très jeune, un peu inexpérimentée, et qui aurait soit laissé tomber ce tout petit enfant, on ne sait pas, soit peut-être seulement l'aurait secoué, ce qu'on ignorait à l'époque être très, très dangereux pour un nouveau-né. Mais voilà, ce que je voulais plutôt savoir, c'était ce que j'avais pu ressentir. Alors, je ne le sais toujours pas très bien, sinon que maintenant, je me dis que cette version officielle, elle avait sans doute des raisons, et que des parents, lorsqu'ils traversent un drame, une épreuve comme ça, c'est très rassurant pour eux de se dire que leur petite fille de 18-20 mois est épargnée. Parce qu'on peut continuer, du coup, à être gai quand on s'occupe d'elle, à la traiter comme si elle était étrangère au drame qui se déroule. Or, selon toute vraisemblance, je n'y étais pas étrangère.
C'était évidemment une façon de vous protéger, c'est ça qui est intéressant. Il y a cette idée de silence pour vous protéger. Et à l'inverse, chez vous, Isabelle Marié, il y a l'idée au moment où débute le livre, de raconter pour rassurer aussi, pour expliquer, pour donner des clés à cette fille. Pour essayer de trouver des clés. Il y a aussi dans le livre un enfant qui meurt. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a un en particulier qui meurt, une petite blanche. Et dans la famille, il y a plusieurs récits contradictoires. Elle meurt à 3-4 ans et très probablement, son frère, et qui était dans la nurserie avec elle, doit le savoir. Mais il est plus petit et il ne se souvient pas. Et il essaye perpétuellement de se souvenir. Et finalement, ça va le poursuivre toute sa vie jusqu'à la fin, jusqu'au drame. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est la clé de tout le reste. Puisque c'est la mort de ce frère qui va permettre la naissance de la narratrice par un deuxième coup de billard, en fait. On a bien compris qu'il y avait cette idée de manque tout au long aussi de votre écriture, Julie Wolkenstein, pour en arriver aussi évidemment à parler, à mettre des mots sur ce petit frère aussi. On va écouter à présent Elisabeth qui a lu La route des estuaires et voici ce qu'elle en retient. Cette route des estuaires, Julie Wolkenstein l'a souvent prise au cours des nombreuses fois où elle s'est rendue à Saint-Père-sur-Mer, petit village de la Manche auquel elle est très attachée. C'est d'ailleurs en empruntant cette route qu'elle décide d'affronter un événement lointain de son existence, le décès de son petit frère encore nourrisson, alors qu'elle-même n'était encore qu'une très petite fille. Sans doute est-ce le décès de son père, Bertrand Poirot-Delpech, en 2006, qui l'a incité à enquêter sur cet événement dramatique pour sa famille, épisode dont elle ne garde d'ailleurs pas de souvenir. C'est par des images et des vidéos, les écrits de ce dernier, alors écrivain et journaliste au Monde, et les témoignages des uns et des autres, qu'elle reconstitue le déroulement des faits. Son texte se nourrit de citations de ses auteurs préférés et d'évocations littéraires. C'est un récit touchant, écrit avec simplicité et sans pathos, qui parle de l'enfance, des souvenirs qu'on en garde, de l'importance des lieux dans une vie. Malgré un sujet difficile, le roman n'est pas oppressant et évite l'impression de curiosité macabre qu'on pourrait penser éprouver face à un thème semblable en littérature. Je suis des autoroutes qui sillonnent la France en octobre et en août, en automne, en vacances. #Book Club Culture. Alex Baupin, l'une de vos citations, l'une de vos références musicales dans ce livre, La route des estuaires chez POL, Julie Wolkenstein. Il y en a une autre, c'est Maxime Le Forestier. Ce sont des musiques, des références qui vous ont accompagné au long de l'écriture de ce récit autobiographique ? Alors, Je suis un souvenir, c'est une de mes chansons préférées. Je l'ai beaucoup écoutée quand l'album est sorti. En fait, j'en parlais même déjà dans mon précédent, enfin, dans un roman, Les Vacances. J'essaye de lui faire de la publicité dès que je peux, même si j'en ai pas besoin, parce que ça marche très bien. Maxime Le Forestier, c'est différent. Maxime Le Forestier, c'est pas une chanson que j'ai particulièrement écoutée, mais un jour, je l'ai entendue par hasard à la radio. Je la connaissais déjà. Et je me suis retrouvée en larmes, sans comprendre du tout pourquoi. J'étais en train de... J'organisais une fête le soir même, j'étais plutôt dans une humeur joyeuse. Et j'étais au volant de ma voiture, j'ai fondu en larmes. Et tout à coup, je me suis dit, pourquoi et simplement parce que les paroles de cette chanson, c'est « Toi, le frère que je n'ai jamais eu, qui sait ce que nous aurions vécu ?» Enfin, je ne sais plus par cœur. Sais-tu si tu avais vécu ce que nous aurions fait ensemble ? Voilà. Et dans la chanson de Maxime Le Forestier, c'est un enfant imaginaire. C'est un frère qui n'a pas existé. Mais dans ma vie, à moi, c'est une vraie question. En effet, voilà, ma vie aurait été différente si j'avais eu un frère si proche en âge, avec qui partager mes parents et avec qui partager une vie. Donc voilà, la chanson m'a fait un effet, voilà, tout à coup très inattendu. Mais c'était il y a 15 ans. Après, il a fallu encore une fois beaucoup de temps et cette circonstance d'un témoignage qui tout à coup s'offrait à moi sur un plateau. C'est cette Marie-Vonne donc dont vous racontez l'histoire, en tout cas le mail qu'elle vous envoie. C'est une nurse bretonne qui n'a jamais rien oublié, elle, et qui va raviver votre idée de trouver la solution à ce manque et à cette disparition. Et en même temps, elle ne vous donne pas de solution.
Non, mais elle me donne beaucoup de choses. Par exemple, c'est idiot, mais j'ignorais jusqu'à nos retrouvailles le prénom de la baby-sitter qui gardait mon frère cette nuit-là, qui était sa petite cousine. Je me doutais aussi que pour Marivonne, le fait d'avoir recommandé cette petite cousine très jeune pour la remplacer parce qu'elle était malade, elle avait dû rentrer en Bretagne cette semaine de janvier 1970, avait dû être un fardeau pour elle aussi, d'une sorte de culpabilité, en tout cas, voilà, elle était d'une certaine manière concernée aussi directement. J'ignorais le prénom de cette très jeune fille. Et c'est idiot, mais par exemple, je me demandais souvent qu'est-ce qui se passerait si par inadvertance, en parlant de quelqu'un d'autre, je prononçais ce prénom devant ma mère. Et voilà, c'est tout bête. Je ne le donne pas d'ailleurs dans le livre parce que voilà, je ne veux pas impliquer cette personne. Mais maintenant, je connais son prénom. Je connais voilà, des détails sur le fait, alors ça je le raconte dans le livre, c'était une toute jeune fille qui était venue à Paris, elle voulait être hôtesse de l'air. Ça faisait rêver à l'époque, dans les années 60, c'était l'aventure. Et donc, je sais aussi par Marivonne que sa vie à elle a été très évidemment fracassée par ce drame, même si elle n'a pas été poursuivie vraiment ni par la police ni par la justice à la suite de cette mort, mais voilà, elle a interrompu sa formation, elle n'a jamais été hôtesse de l'air, enfin, donc il y avait comme ça des détails finalement assez insignifiants, mais qui pour moi étaient précieux parce que j'avais si peu de matière. Donc voilà, ça a nourri. Et puis le personnage de Marivonne, en effet, j'ai découvert une femme extrêmement sympathique, qui avait une mémoire d'éléphant, qui était très bavarde et qui connaissait très bien les bébés parce qu'elle avait travaillé toute sa vie dans des maternités. Donc c'était un témoin génial pour voilà, combler quand même beaucoup d'autres lacunes que j'avais. C'est une mort accidentelle, il y a eu une enquête, affaire qui a été vite classée. D'ailleurs, vos parents ont poussé pour qu'on classe cette enquête. Oui, ça je le savais déjà. Je crois que l'enfant avait subi des traumatismes crâniens, donc c'était pas du tout une mort subite du nourrisson, qui est aussi quelque chose de terrible, mais à l'époque en tout cas de plus fréquent et dont personne n'est coupable. Là, c'était pas le cas. Et voilà, la police, je crois, a compris assez vite que c'était sans doute voilà, un accident, que c'était pas volontaire, elle était mineure, et en gros, les choses ne sont pas allées beaucoup plus loin. Elle a nié, et il n'y avait pas de preuves, et de toute façon, mes parents n'avaient qu'une envie, c'était que cet enfer-là, c'est-à-dire les interrogatoires et même la poursuite de cette jeune fille, que tout ça s'arrête. Voilà. C'était une façon aussi de faire leur deuil, j'imagine. Question du deuil qu'on va aborder évidemment dans quelques instants, mais dans vos deux livres, il y a aussi quelque chose qui résonne, c'est le passé qui est figuré dans ces deux écrits par les albums photos, notamment pour vous, Isabelle Marié. Quand on pense aux souvenirs, on pense aujourd'hui encore aux photographies. Quelle force ça a dans le souvenir ? Alors, d'abord, je crois que la grande différence entre nos deux livres, c'est que la narratrice raconte quelque chose où elle n'était pas là. C'est-à-dire, c'est vraiment l'histoire de ses parents bien avant sa naissance. Donc, tous les albums de photos qu'elle voit, je dirais, c'est avec un décalage d'une génération. Donc, elle voit des photos de sa mère enfant, de son père enfant, ou dans des univers qui sont très différents, parce que ses parents l'ont eu, sa mère avait 40 ans, donc son père en avait une cinquantaine d'années. Donc, il y a vraiment un décalage de temps. Donc, dans cette histoire-là, la photographie est une sorte de fenêtre qui est ouverte sur le passé, et donc une interprétation qui est à la fois personnelle, mais qui en même temps est obligée de se nourrir de tas de références historiques ou autres qui ne sont pas personnelles, enfin des références collectives. Donc c'est peut-être pas tout à fait la même chose que quand on considère des photos où on a été, où on essaye de se souvenir, ou dans un environnement qui est déjà familier. C'est peut-être le travail aussi un peu d'historien ou d'historienne. Ça vous parle aussi, Julie Wolkenstein. Vous dites que vous avez pris un peu de distance avec cette idée de travail d'historienne. Oui, j'avais le sentiment moi aussi que c'était un passé qui ne m'appartenait pas, puisqu'encore une fois, je ne m'en souvenais pas. Et puis, les photos que j'évoque, qui sont des photos prises à la fin des années 60, au début des années 70, ont ceci de commun avec les photos qui sont évoquées dans votre livre, c'est que c'est une époque où on ne prenait pas énormément de photos.
même à la fin des années 60, au début des années 70, on en prenait évidemment beaucoup, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Ou alors, si on les prenait, on ne conservait pas forcément tous les tirages. Et donc, il y a une rareté et une signification supposée de la photographie qui a disparu. Je veux dire, les albums, maintenant, c'est Ça fini. n'existe plus. C'est fini. Moi, Oui. je le regrette parce que je trouve que même s'il y avait quelque chose sans doute de peu naturel, les photos étaient posées. Ça, c'est quelque chose, par exemple, que je ne m'étais jamais dit avant de refeuilleter l'album que ma mère a consacré à mes premières années avant d'écrire ce livre. C'est qu'il y a une photo de Marie-Vonne et moi qui est censée immortaliser l'acquisition de la marche. C'est très important. J'avais 12-13 mois, donc une photo où je marche, fais mes premiers pas. Et en fait, je n'avais jamais regardé cette photo attentivement. C'est là que je parle du regard d'historienne, parce que quand tout à coup, on cherche quelque chose, on cherche des indices et des signes un peu partout. Cette photo est évidemment posée. C'est-à-dire que c'était pas tout à coup, on a attrapé l'appareil parce que je me mettais à marcher. Vraisemblablement, je marchais depuis déjà quelques heures ou un jour ou deux. Et la photo est posée. Marie-Vonne s'est recoiffée. On voit bien que la mèche est impeccable. Elle est agenouillée derrière moi, ce que personne ne ferait jamais quand un enfant commence à marcher spontanément. Si on a besoin de le suivre et de le retenir, on est accroupi éventuellement, mais pas agenouillé. Donc, tout à coup, je découvre que cette photo que je croyais connaître par cœur révèle autre chose, révèle une volonté, parce que ce qui est dans votre livre aussi, cette idée que on constitue l'archive. C'est-à-dire que c'est une époque où, voilà, quand on conserve des lettres, quand on conserve des photographies, tout ça est délibéré. On compose les traces qu'on va laisser aussi. Oui, et donc l'absence de certaines traces, de certaines photos, des trous dans les correspondances, alors peuvent être dus au hasard, peuvent être, ou alors elles ont une signification. Donc nous, quand on arrive, on ne sait pas. On ne sait pas quel poids il faut donner à cette présence, à cette absence. Pourquoi ces photos-là ont été choisies et pas d'autres. Enfin, alors on peut imaginer des considérations esthétiques ou autres, mais même ces considérations esthétiques peuvent être interrogées. Pourquoi on trouvait ça intéressant ou joli ou mignon tout finit par étoiler dans tous les sens et à donner une espèce d'objet en 4, 5, 6 dimensions. Isabelle Marié, vous posez en tout cas la question dans votre roman de savoir si le passé est une histoire qui n'existe pas, racontée par quelqu'un qui n'y était pas. Et là aussi, j'ai l'impression que ça résonne dans vos deux récits. Oui, alors j'ai piqué ça à Denis de Rougemont, qui a dit ça dans les années 70, quand on lui demandait si vraiment... parce que Rougemont, c'était... vous savez ça mieux que moi, l'amour commence au XIIe siècle. Et alors l'intervieweur lui demande, mais alors vous croyez que, je sais pas, pendant la Grèce antique, personne n'a aimé passionnément quelqu'un ? Et Rougemont répond, j'y étais pas. Et je pense que l'histoire, le passé est une histoire qui se raconte alors qu'on n'y est pas. Et c'est absolument abyssal. C'est absolument abyssal et ça permet beaucoup de... On peut prendre un recul pacifiant avec ce qu'on croit comprendre des autres et du passé. Pour vous, Julie Walkenstein, c'est presque différent puisque vous êtes un témoin, vous y étiez, mais vous n'avez pas la mémoire. En tout cas, on ne vous l'a pas donné, on ne vous l'a pas... Comment vous vivez ça ? Il y a quelque chose qu'on vous a retiré pendant toutes ces années ou pas ? Non, parce que je suis comme tout le monde, j'ai pas de souvenir avant 2 ans et demi. Mon premier souvenir, je crois que j'avais un peu moins de 3 ans. Donc ça, personne n'y peut rien, c'est comme ça, les enfants. Alors après, ça ne veut pas dire que les choses ne s'inscrivent pas dans une forme de mémoire inconsciente ou dans le corps, ou voilà. Mais ça, je peux accuser personne de m'avoir privé de mémoire dans ces années-là. Et oui, maintenant, j'accepte tout à fait cette absence, et surtout, je comprends mieux, j'ai intériorisé les raisons pour lesquelles tout le monde est convaincu que je m'en suis très très bien sortie. En fait, j'ai aussi mieux compris, sans doute, j'ai une amie qui me dit, en fait, tu as soigné la dépression de tes parents. Je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que dans mon caractère, la volonté de distraire, de les faire rire, d'être l'enfant qui ne pose pas de problème, qui réussit bien à l'école, enfin le programme que j'ai suivi a sans doute quand même beaucoup à voir avec le fait que je me sentais sans doute investie de la mission de rendre mes parents heureux, ce qui était une mission perdue d'avance, mais enfin j'ai fait des efforts et ça a un peu marché quand même.
Vous parlez de votre père dans cette histoire, votre père qui était journaliste au Monde, avec cette anecdote, si on peut dire, en tout cas cette histoire où il était critique de théâtre. Il va voir 2 fois de suite à 1 an d'intervalle la même pièce, L'Infâme de Roger Planchon. La première critique est terrible. Il démolit plus ou moins la pièce de théâtre, la mise en scène, les acteurs. Et la seconde est totalement élogieuse, alors que ce sont les mêmes acteurs, la même distribution et la même pièce de théâtre. Oui, vous mesurez où j'ai été obligée d'aller chercher des signes, parce que j'en avais si peu, et j'en ai trouvé dans les chroniques, effectivement, dans les critiques dramatiques que faisait mon père à l'époque. D'abord, j'ai constaté qu'il n'avait quasiment jamais arrêté de publier, c'est-à-dire pendant les 2 mois de vie de ce petit garçon, et puis très vite, il se remet à écrire. D'abord, il se remet à écrire, enfin, à publier, parce que nous sommes partis avec mes parents et Marie-Yvonne juste après la mort du bébé à Tignes, et c'était l'année où il y a eu des avalanches meurtrières, vraiment des dizaines de morts à Val d'Isère. Et donc il a téléphoné des articles au journal Le Monde. Ses réflexes de journaliste sont ressortis. Mais puis très vite, après, quand il rentre à Paris, il se remet à écrire aussi sur l'actualité théâtrale. Et effectivement, il y a une pièce de Planchon dont il rend compte une première fois quand elle est montée, créée à Villeurbanne au printemps 69, et qui descend. Enfin, c'est vraiment une descente en règle. Et puis, la pièce est montée à Paris 1 an après. Et je ne crois même pas qu'il ait eu le temps de la revoir. Mais alors, ce qui est certain, c'est que son regard à lui avait complètement changé, et que, voilà, il a tout à coup beaucoup de bien à en dire. Et ce qui est particulièrement étrange, c'est que cette pièce qui s'appelle L'Infâme porte sur un fait divers qui met en cause un meurtre d'enfant. Et là, je n'ai pas de réponse, mais enfin, je me suis en tout cas étonnée et intéressée à cette discordance de jugement à 1 an d'intervalle sur une pièce qui porte aussi sur le meurtre d'un enfant à naître, mais enfin viable, par un prêtre, un horrible fait divers des années 50. C'est tout le travail du deuil, et évidemment, puisqu'entre les 2 critiques, il y a la naissance et la mort de son fils et de votre petit frère. Dans votre roman Isabelle Marié, il y a aussi des dates clés, 1922 par exemple, quand l'habituel, écrivez-vous, avait repris son cours. Vous soulignez que c'est une date importante, 1922, pour quelle raison ? C'est la date de la naissance de la mère de la narratrice, donc déjà c'est un début de son existence, enfin, c'est un petit frémissement. Et ensuite, il y a un certain nombre d'événements qui ont lieu cette année-là. Proust meurt, Voilà, Pasolini quiert Roakness, Chagall s'installe à Paris, à Berlin, Simon à Paris. Vous avez, vous aussi... Il y a un nouveau pape, je crois. Oui, c'est ça. Il y a aussi dans votre roman une forme de fresque historique, voire même sociologique, en tout cas, quand vous racontez les positions sociales de chacun des membres de cette famille, et de cette généalogie, de cette triple famille. Oui. Oui, parce que je pense que ça a beaucoup joué sur leur psychologie, en fait, et sur ce à quoi ils se sentaient tenus. Tenir un certain rang, s'obliger à certaines choses, quoi qu'il arrivât. Ça, je pouvais pas en faire l'économie. Puis bon, c'est quand même une histoire qui commence avec la naissance des parents de la narratrice, donc 1917-1922, jusqu'à sa naissance à elle en 1964, et leur mariage en 1962. Donc c'est quand même une bonne partie du XXe siècle. Donc il fallait bien que vaguement j'aborde les événements. Oui, et vous décrivez, et au fond, moi je pense que la fin des années 60, on n'en est pas encore tout à fait sorti de ce monde-là, mais vous décrivez vraiment la fin d'un monde. Et il y a une phrase que j'ai retenue qui, pour moi, qui m'a particulièrement touchée, où c'est lors d'un mariage où vous dites ils se servent de couverts de fourchettes à dessert sans savoir que cet objet va absolument disparaître de nos vies. Enfin, il y a quelque chose comme ça de l'ordre de l'exhumation de rituels, de rituels bourgeois, hein, c'est la fin, bourgeois et aristocrate, enfin, de la fin d'un monde, effectivement, qui repose sur toutes sortes de rituels. Et je me dis qu'au fond, moi, le passé un peu moins ancien auquel je remonte, je veux dire, la jeune Bretonne qui est venue
qui était Marivonne, qui était ma nounou habituelle, elle décroche cet emploi parce qu'elle n'est jamais venue à Paris. C'est-à-dire, elle vit dans ce qu'on appelle à l'époque les côtes du Nord, enfin, pas très loin. Elle ne connaît pas Paris. Et mes parents s'arrangent pour que, lors de son arrivée, un ami breton soit là pour lui parler en breton. C'est-à-dire, la Bretagne est un pays étranger. Enfin, il y a toutes sortes comme ça de marqueurs du temps, qui est déjà un temps tout à fait révolu. Et voici donc ces 2 livres, La route des estuaires, Julie Wolkenstein. Merci beaucoup d'être venue nous en parler. Publication aux éditions POL. Celle qui n'y était pas, votre roman Isabelle Marié est chez Flammarion. Merci à toutes les deux d'être venues dans le Book Club. Merci. Dans un instant, l'épilogue, mais d'abord, Charles Danzig et ses quadritèmes. Quand nous pensons à une célébrité, nous avons tendance à croire qu'elle a toujours été célèbre. Jean Cocteau, dont je parlais avant-hier, semble avoir été connu dès sa naissance. C'est comme si, quand la sage-femme l'a pris entre ses mains, elle s'était exclamée « Oh, Jean Cocteau !» Tennessee Williams, même chose. Rappelons-nous la chanson à succès, bien des années après sa mort, Quelque chose de Tennessee. Elle montre qu'un certain degré de célébrité n'a plus rien à voir avec les œuvres. Qui, fredonnant la chanson de Michel Berger, avait vu La nuit de l'iguane ou La chatte sur un toit brûlant ? Voilà en grande partie ce que c'est la célébrité, un état gazeux dont on ne connaît plus la source, un gaz hilarant. Tennessee Williams n'a pas attendu la sienne longtemps. Il est né en 1911, a écrit quelques actes et c'est dès sa première pièce, La ménagerie de verre en 1944, qu'il a rencontré le succès ou que le succès l'a rencontré et avec quel fracas. La chose l'a tellement intrigué que, 3 ans plus tard, il a publié dans le New York Times un très intéressant article intitulé « La catastrophe du succès ». Le succès, si je peux le dire le plus simplement du monde, cela m'est arrivé et je n'ai pas trouvé cela catastrophique. Le succès détend, il fait du bien, je le souhaite à tout le monde. La terrible tension, l'inextinguible concentration, le sacrifice vital qui ont mené à un livre, mettons, disparaissent le plus souvent dans l'indifférence. Quand ils sont applaudis, on pense « rien d'anormal, c'est juste une caresse qu'on me fait. Cela ne change rien à mes livres, ni à moi. » Ce qui m'a frappé, c'est que c'est les autres que le succès change. Ils vous regardent différemment, comme si vous étiez séparés d'eux. Ils vous disent des choses comme « ne change pas », mais on ne change pas, c'est eux qui changent. Ils développent une sorte de complexe d'infériorité qui est l'avers d'un complexe de supériorité. Quand vous avez du succès, les autres réclament de vous un surcroît d'humilité dont eux-mêmes ne font pas preuve. Ce qui arrive le plus souvent est que le succès gêne celui à qui il arrive et qui se fait très modeste, tandis que les autres ressentent une piqûre d'envie qui les rend très injustes. Dans un article, Tennessee Williams juge le succès en fonction de ses conséquences matérielles. C'est que pour lui, il s'est agi d'un succès de théâtre, où l'on gagne infiniment plus d'argent qu'avec les livres. Une salle pleine dans un théâtre peut rapporter 20 000 € par soir à un auteur. Le grand succès d'un livre mène bien rarement à 100 000 €. Et donc, pour Williams, sont apparus les suites dans les grands hôtels, le personnel qui vous sert à toute heure, et ainsi de suite. Il relève que ce confort, au sens le plus strict du terme, l'a énervé. Il lui a ôté tous ses nerfs. Il dit s'être senti déprimé, avoir ressenti une totale indifférence à autrui. Tout ce qui avait mené à l'œuvre d'art, c'est-à-dire une lutte constante, était comme anéanti. Telle est la catastrophe du succès matériel. Il nous arrache nos armes. L'homme à succès devient un sabre qui coupe des marguerites, écrit Williams. Le remède consiste à concevoir que seule importe la lutte et qu'elle seule nous sauve. Il a cette grande phrase « La sécurité est une forme de mort, je pense ». On pourrait la généraliser et l'offrir à tous les politiciens qui, pour se faire élire, vaporisent ce mot comme un anesthésiant. Si j'ai le temps, j'irai la taguer sur la façade du ministère de l'Intérieur. Charles Danzig à retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Merci à toute l'équipe du Book Club, Oriane Delacroix, Zora Vignier, Jeanne Agrapard, Didier Pinault et Alexandra Begovic. C'est Thomas Beau qui réalise cette émission et à la prise de son ce midi, Marie-Claire Oumabadi. Voici l'épilogue du jour. Quelle est la mémoire qui nous précède ? C'est une époque où on ne prenait pas énormément de photos. Enfin, quels sont les souvenirs qui nous précèdent ? J'avais le sentiment, moi aussi, que c'était un passé qui ne m'appartenait pas, puisqu'encore une fois, je ne m'en souvenais pas. Le souvenir n'est à personne, en fait.